Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Let me say a little bit what prompted this paper. Like a year and a half or 2 years ago, I was starting to write a report. 2 ans, j'ai commencé la rédaction d'un rapport sur Copenhague pour le comité économique consultatif. Gilbert et moi-même étions déjà très pessimistes sur ce que allait être l'aboutissement de Copenhague, et on s'est demandé s'il existait un cadre que l'on pourrait imaginer si il fallait encore attendre un certain temps. Donc, je vais vous présenter l'exercice très simple que nous avons mené. Alors, si l'on pense au retard dans les négociations, et nous pensions que cela retarderait l'accord international, et quelles seraient les applications en termes d'émissions, c'est-à-dire un effet Cavalier-Sel, c'est-à-dire que les émissions entre maintenant et 2020 seront trop élevées. Et nous avions également l'intuition, et cela a été confirmé, qu'il y aura un impact retardé après l'accord, si effectivement un accord était signé. Voici brièvement ce que nous avons fait. Nous avons défini des régions du monde qui, aujourd'hui, vont décider de ce que vont être leurs émissions actuelles. On n'a pas besoin de les définir pour la majorité d'entre elles parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Mais à la date 1, il y a une politique publique qui va affecter le coût marginal de réduction de la date 2. Donc à date 2, vous avez les émissions. Entre les deux, vous avez des négociations sur les objectifs et les transferts de pollution. À Kyoto, c'était 2010 la cible. Maintenant, c'est 2020, avec donc des transferts et des cibles de pollution. Croisons les doigts, espérons que des cibles et des transferts vont être fixés à ce stade. Alors, quelles sont les natures de ces politiques publiques de TAT 1, des investissements en R&D, des facilités vertes, la sélection de normes et de standards, et puis l'émission de permis bancables. On a parlé d'un système de plafonnement et d'échange régional avant qu'un système international soit mis en œuvre. Supposons qu'il n'y ait pas d'accord à la date 1, peut-être par manque de préparation sur le cadre gouvernemental, peut-être parce qu'on n'a pas encore de système de mesure, peut-être aussi parce que les agendas politiques ne sont pas synchronisés et qu'on attend les changements d'administration aux États-Unis. Donc, une dissymétrie administrative qui retardera les négociations. Il y a aussi l'idée selon laquelle les investissements sont sélectionnés en envisageant les négociations futures. Arstadt a publié un article assez intéressant sur les accords relatifs au changement climatique. Et si l'on veut qu'il y ait des contributions, il faut donc identifier les effets stratégiques qui se renforcent mutuellement. Il faut tenir compte de l'impact de la pollution postérieure à l'accord, des implications des systèmes de plafonnement et d'échanges régionaux. Et je vais mettre l'accent sur cet aspect de permis bancables que l'on trouve assez fréquemment aux États-Unis, avec des allocations, des affectations futures qui avaient été prévues pour les permis bancables, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2050. Alors, je vais tout d'abord vous décrire le modèle. Il est
très simple. Pour l'instant, nous allons ignorer les émissions d'A1, mais nous allons les réutiliser lorsque nous allons parler des permis bancables, parce qu'il va falloir des arbitrages entre leur utilisation aujourd'hui et leur utilisation future. Il y a deux régions, les régions A et B. Je suis désolée, mais il y a certains caractères qui manquent, mais pour la date 1, la région A va adopter une politique et qui va avoir un retour en A1 qui va se normaliser, qui va être une politique qui sera moins environnementale. Date 2, il y a les émissions effectives, donc la pollution AD2 et A1. C'est ce que l'on réduit, les coûts de réduction. Et s'il y a un accord coopératif, on a un accord et je vais simplement supposer que les pays maximisent leur bien-être et donc qu'ils servent l'intérêt intérieur, l'intérêt domestique. Leur politique risque d'être trop égoïste, c'est ce que je suppose. Nous savons que les actions entreprises sont de différentes natures. On essaye de signaler à l'opinion publique que ces actions sont bonnes pour les générations futures, mais il y a aussi des effets collatéraux comme les émissions de CO2 et puis il y a aussi la Chine qui a un rôle très important. Je ne dis pas qu'on ne prend pas d'action contre la pollution, de lutte contre la pollution, je dis simplement qu'il n'y en a pas suffisamment dans ce modèle. Supposons que le coût de dégâts est linéaire. J'ai déjà évoqué que c'était convexe et le coût marginal de pollution pour la région A et CA, il va être affecté par la pollution. Les deux régions vont être affectées et c'est dans le coût marginal total à l'échelle mondiale. Et puis ensuite, il y a des hypothèses qui sont satisfaites dans toutes les applications. Il s'agit simplement d'une hypothèse supplémentaire pour la première, qui est que l'utilité marginale de la pollution va diminuer avec la lutte contre la pollution de la première période. C'est très naturel. Ce sera moins naturel, mais ça restera encore satisfaisant en ce qui concerne les futures allocations. Et puis ensuite, une hypothèse avec une concavité. Je vais dire simplement ce que cela signifie. AI2 de 1 à 1 sera la politique optimale à D2, avec le niveau optimal de pollution à D2, sachant que le coût marginal total est C. C'est ce qui va permettre de maximiser le bien-être. Donc, voici ce que vous avez après un accord. On va se mettre d'accord sur un accord A1. Cet élément est un optimum de la fonction. C'est concave si l'on tient compte de l'optimisation. Ce n'est qu'une hypothèse technique. Dans le cas de négociations, s'il y a des négociations pour maximiser le bien-être mondial dans la date 2, qui sera en fonction de la politique de la région 1. Mais lorsqu'il y aura une négociation, chaque pays va essayer de maximiser son bien-être par rapport à ses propres coûts marginaux. Donc il agira de façon égoïste avec donc l'argument du cavalier solitaire et je vais appeler astérisque l'élément en cas d'absence d'accord. Et la seule hypothèse que je fais, donc là c'est la préférence, la seule hypothèse que je fais est qu'il y aura plus de pollution s'il n'y a pas d'accord. Date 2, il y aura des négociations que je vais appeler les puissances de négociation alpha. Et A va essayer d'avoir une fraction de A dans les négociations, sachant s'il n'y a pas d'accord,
Et les régions vont s'orienter vers un choix non coopératif. Ces équations semblent complexes, mais en fait, c'est très simple. Comment la région A va choisir sa première politique? Eh bien, elle va tout d'abord avoir des mesures d'encouragement social. C'est la minimalisation des coûts. Le coût de cette politique à la date A, c'est le coût de l'impact sur le bien-être de la date 2, sachant que l'on est d'accord sur la date 2, c'est-à-dire que l'on est parvenu à un accord. Et dans la première des situations, ce sera proche de zéro, c'est-à-dire comment échelonner l'ensemble des efforts au fil du temps. Si vous avez des accords à la date 1, quelle sera la politique optimale qui va nous permettre d'optimiser les dépenses à l'avenir? Mais il y a d'autres termes, deux autres éléments intéressants. S'il y a un désaccord en date 1, deux éléments viennent s'ajouter. Supposons que alpha égale 0, donc pas de puissance de force de négociation de la région A qui va accepter tout ce qui lui est proposé. Par conséquent, elle va se comporter comme s'il y avait un désaccord parce qu'elle n'obtiendra pas plus que ce qu'elle a obtenu au terme de l'accord. Donc, elle va prendre A1 les politiques vont être différentes de celles qu'il y a en présence d'un accord. Donc, on s'attend à une plus forte pollution s'il y a des accords et par conséquent, vos actions vont être envisagées en fonction de ce que vous auriez pu faire s'il y avait eu un accord. C'est ce que l'on a, ce qu'on appelle le rééquilibrage. Donc, on investit moins dans la dépollution dans la date 1. Deuxième effet qui est important lorsque la région n'a pas de pouvoir de négociation, si alpha égale 1, avec des coûts de réduction plus élevés en date 2, vous vous engagez à polluer plus à date 2 et vous dites aux autres pays, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez avoir des problèmes. Et les autres pays ont un coût marginal de pollution élevé. C'est un outil de négociation très important et cela va aller dans le même sens, c'est également positif. Mais bien entendu, cela implique plus de pollution dans la date 2. Donc les effets stratégiques concurrent sont supérieurs que les premiers niveaux. Si vous avez des doutes sur la réalité de ces effets, si vous êtes un gros pollueur, que vous pensez avoir une plus grande force de négociation à l'avenir, regardez un peu le marché du SO2 aux États-Unis dans les années 90. Tous les États du Midwest ont obtenu tout ce qu'ils voulaient dans le fil des négociations. Et c'est exactement ce qui a été formalisé ici. Si vous êtes dans un pays et que l'on voit que l'on a des équipements très polluants à la date 2, bien ces États auront une force de négociation supérieure parce qu'ils vont demander plus de compensation. Si vous avez un coût de pollution convexe, troisième effet qui va dans le même sens, cela n'est pas très nouveau, c'est assez similaire à l'effet Stackelberg à Las Villas. Cela s'applique simplement ici à l'environnement, mais c'est tout à fait imaginable dans notre conception de l'économie. Il vous reste 3 minutes. Je voudrais parler brièvement des programmes de plafonnement et d'échange. Vous pouvez, dans mon avis, et il faut un certain temps pour mettre en œuvre un tel système comme le SO2 aux États-Unis, contrairement à ce qui a été fait à l'Europe. Mais tant qu'on n'a pas d'accord international, ça peut être une bonne solution. Imaginons que vous avez des autorisations, des allocations qui sont émises pour la date 2. Donc c'est A1 plus un certain nombre d'allocations spot qui peuvent être
positif ou négatif. Ensuite, vous pouvez montrer que si vous avez un coût de fonds publics fantôme, à la date 1, vous allez avoir des allocations qui vont être vendues au prix de pays qui va correspondre à une attente d'accord à date 2. Et comme on valorise les fonds publics lambda, voilà ce que vous allez obtenir. À la date 2, de nouvelles allocations, de nouvelles autorisations vont être émises. Et là, une fois, ces allocations seront plus chères pour vos entreprises qui polluent plus. Maintenant, s'il y avait déjà une négociation en date 1, vous n'aurez pas d'allocations à terme qui vont être émises et la question de l'engagement va alors se poser. Vous pouvez essayer de jouer sur l'équilibrage et le modèle s'applique à ces allocations. La conclusion est que trop d'allocations d'autorisation à terme vont être émises, alors qu'il ne devrait pas y avoir. C'est l'un des problèmes de ce système. Je me suis dit que le système d'échange européen aussi posait problème, mais au bout du compte, il faut tenir compte du bien-être social et si trop de permis d'allocation sont émis, vous risquez d'être confronté à un excès d'allocations disponibles sur le marché par la suite. Maintenant, vous pouvez faire la même chose pour les banques. La banque, c'est plus comme le Hawks-Market Bill aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez des permis qui peuvent être bancables, mais c'est un peu plus compliqué parce que maintenant vous avez une condition d'arbitrage. Si vous avez des permis N1 qui sont émis à la date 1, supposons qu'il y a des banques A1, donc il y a une condition d'arbitrage. Ainsi, par exemple, la non-actualisation et il y a un arbitrage entre ces deux éléments. C'est un petit peu plus compliqué parce que les permis à terme maintenant choisis sont endogènes au secteur privé. Mais vous avez exactement le même type de choses, c'est-à-dire que vous avez trop de permis bancables qui ont été émis. Les fuites, on peut étendre ça aux fuites. Je n'ai pas le temps d'en parler. Ce n'est qu'un petit exercice pour essayer d'imaginer ce qui peut se passer en cas d'attente maintenue. Non seulement on va émettre plus, mais l'ensemble des pays vont utiliser des stratégies plus ou moins subtiles de façon à avoir une position de négociation meilleure à l'avenir. Mais je sais que tout ceci, au bout du compte, suppose qu'il y aura plus de pollution demain une fois que l'accord aura été signé. Il y aura d'autres éléments qui méritent aussi de faire l'objet d'investigations, mais je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette conférence et de discuter l'article de Julien Bécher et les Jean-Tirole. Jean n'a pas eu le temps de présenter la totalité de son exposé. Et cet article présente un modèle générique selon lequel, si l'on retarde la signature d'un accord, le prix à payer sera élevé et par manque de temps, il n'a pas pu aborder l'ensemble des contextes associés aux technologies vertes, aux fuites, aux permis bancables. Et je vous encourage à lire l'ensemble de l'article et des articles. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de discuter l'ensemble de ces thématiques. Ceci dit, maintenant, je voudrais faire une petite synthèse de ce que j'ai compris de ce modèle.
Et ensuite, je vais essayer de présenter un contre-argument à l'idée selon laquelle ce retard va être onéreux. C'est un exercice très difficile, néanmoins, je vais quand même oser le faire. Donc, on est dans un jeu de négociation, donc, avec une possibilité d'accord entre deux pays, A et B, et si l'on parvient à un accord au point N, le modèle générique analyse les divers impacts d'avoir des négociations en deux temps. Dans le premier temps, on va manipuler la négociation et le résultat, l'aboutissement des négociations et les menaces potentielles. Il y a deux effets. Le brinkmanship, c'est-à-dire un impact potentiel sur la valeur du poids. Si vous êtes le pays A, concurrent d'un autre pays, et puis un autre aspect, c'est le rééquilibrage de l'effort. Qui permet ainsi de calculer, de savoir où vous situez dans l'accord par rapport au point T et dans quelle mesure vous vous situez si vous n'envisagez de négocier que dans le temps 2. Troisième aspect, vous avez un coût de rival en augmentation sans coût d'atténuation linéaire. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi retarder un accord nous coûtera plus cher plutôt que d'avoir un accord dans le premier temps. Donc, il y a le standard du pollueur qui s'appliquerait par conséquent dans le deuxième temps. Dans l'article, on fait référence à Bardarstar sur la dynamique des accords climatiques qui présente à la fois des similarités et des différences avec l'article en question. Mais ces deux articles présentent l'idée selon laquelle si on se centre sur le court terme ou que l'on retarde l'accord, la situation sera pire à l'avenir. Et pire que s'il n'y a pas de négociation ou d'accord du tout. Donc, on est dans un contexte d'horizon infini et l'on compare un accord plus court terme par rapport à un engagement long terme. C'est l'idée principale qui sous-tend cet article. Maintenant, pouvons-nous trouver un cadre dans lequel des décisions à court terme iraient dans le bon sens, ou en tout cas pas dans un sens qui serait trop mauvais, puisqu'on a ces trois aspects que j'ai évoqués tout à l'heure. Je pense que l'idée consisterait à faire une dissociation entre les États, les gouvernements qui négocient et mettent en œuvre des décisions. Donc, dissocier les États des entreprises qui peuvent prendre des décisions de réduction immédiate, des décisions d'investissement. Et j'ai trouvé un article de Stephen Pooler sur l'utilisation stratégique de l'innovation pour influencer les normes réglementaires. Il lui aussi présente un modèle en deux temps, en deux étapes, avec l'idée selon laquelle, dans une concurrence parfaite, si l'on retarde un accord, si la concurrence est imparfaite, il y a peut-être un encouragement à innover, parce que s'il y a un accord à l'avenir, alors cette entreprise, par son innovation précoce, sera en mesure de s'emparer de la totalité du marché.
Et il y a une calibration dans ce modèle qui montre que si l'on est dans une situation de monopole pur, en retardant l'accord, eh bien, on risque de perdre 25% de ce bien-être. Et dans un cas de duopole, eh bien, les pertes sont bien moins inférieures. Donc, dans le cas d'une concurrence, d'un contexte concurrentiel parfait, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement limiter les effets négatifs que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne les négociations internationales, ma proposition serait que des accords de type sectoriel serait envisageable. Et là, je prends le contre-pied de Jean et par conséquent, je prends des risques. Je vais vite évoquer ce qui est écrit ici. L'idée étant de prendre conscience que le défi se trouve dans les pays émergents, que les émissions industrielles sont concentrées dans les mains de quelques poignées d'entreprises internationales et il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Est-ce que dans l'approche sectorielle, maintenant, on va définir les mêmes, on va avoir les mêmes facteurs, c'est-à-dire si l'accord est retardé, on ne perd pas complètement la mesure d'encouragement positive pour se lancer dans des activités qui permettent de lutter contre le changement climatique. Pour en revenir à l'exposé de M. Stern ce matin, je dirais qu'il offre un contre-argument à ce que Jean a avancé. Il a dit Copenhague n'est pas un accord contraignant. Ceci dit, il y a un certain nombre d'initiatives très positives qui ont été prises par des pays, par des industries individuellement. Il y a notamment celle de Walmart dans le secteur de la grande distribution qui voulait montrer qu'elle se préoccupait de l'environnement et qui voulait améliorer ses relations avec ses clients et se préoccupe de ce qui se passe en Chine avec ses sous-traitants. Et en fait, un de mes collègues à Polytechnique a mené une analyse sur la relation entre la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, et le bénéfice des entreprises. La RSE étant identifiée, définie et notée par des agences de notation. En ce qui concerne les relations avec les gouvernements, la gestion des ressources humaines, les questions environnementales, les relations avec les fournisseurs et les clients et l'implication auprès des populations locales où l'entreprise est présente. Et en fait, il a trouvé que 2 points, les relations clients et l'environnement étaient en fait complémentaires dans son analyse économétrique. Et je termine. Elle a indiqué Walmart comme étant un exemple. Et c'est également le cas de Carrefour en France. Donc, il y a peut-être un modèle économique derrière cela. Comment est-ce possible que des entreprises comme celle-ci vont dépasser vont aller au-delà des obligations et comment les gouvernements vont profiter de cela. Moi, je pense qu'il y a une raison à cela, c'est que ces entreprises sont convaincues que le changement climatique va arriver, que celui-ci arrive dans 10 ou 15 ans. Cela importe peu. Ils pensent pouvoir en tirer un avantage compétitif et le retard de signature et par conséquent n'a que peu d'influence sur leur stratégie d'entreprise. Merci.